Le matin de Noël, ma nièce a ouvert la porte et a demandé « Combien de cadeaux as-tu apporté ?» J'ai dit « 22. » Elle a semblé déçue. C'est 5 de moins que l'année dernière. Maman a dit que si tu en apportais trop peu, de ne pas te laisser entrer. Puis la porte s'est refermée. Je me suis contenté de sourire et j'ai suspendu le virement de 13 000 € pour les frais de scolarité. 30 minutes plus tard, ma sœur m'a envoyé un message « Comment as-tu pu gâcher Noël ?» Je n'ai fait que répondre. Je me tenais là, dans la neige, avec 22 cadeaux emballés en équilibre dans mes bras, de la buée s'échappant de mon souffle, mes bottes crissant doucement sur le porche verglacé. Le matin de Noël, chez ma sœur. Le même rituel chaque année. La porte d'entrée a grincé en s'ouvrant. Et elle était là, ma nièce, Léa, 9 ans, vêtue d'un costume de lutin vert brillant, avec des chaussures recourbées et un chapeau de feutre rouge qui tombait sur le côté. Elle n'a pas dit « Joyeux Noël ». Elle ne m'a pas pris dans ses bras. Elle n'a même pas souri. Elle tenait un téléphone dans sa main gantée, l'écran brillant dans la lumière froide. Elle a baissé les yeux, a lu quelque chose, puis a levé son regard pour croiser le mien avec une précision chirurgicale. « Maman a dit que tu étais censé apporter 27 cadeaux, récita-t-elle d'un ton neutre. Tu n'en as apporté que 22. C'est 5 de moins que l'année dernière. J'ai cligné des yeux. Avant que je puisse répondre, elle a ajouté, « Maman a aussi dit que si tu en apportais trop peu, je ne devais pas te laisser entrer. » Et sur ces mots, la porte a commencé à se refermer, lentement, délibérément. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé à nouveau. Je n'ai pas supplié pour qu'on me laisse entrer. Je me suis simplement retourné, j'ai soigneusement déposé les sacs de cadeaux des cadeaux pour lesquels j'avais passé des semaines à établir un budget et à les emballer sur le paillasson, j'ai reculé dans la neige et j'ai pris mon téléphone. Aucune émotion, juste une clarté calme et mécanique. J'ai ouvert l'application bancaire, trouvé le virement programmé pour les frais de scolarité 13 000 € pour l'école privée de Léa et j'ai cliqué sur Annuler. Virement suspendu. Joyeux Noël. Je suis retourné seul à ma voiture. Le vent s'était levé, poussant de petites tornades de neige sur le pare-brise. Je n'ai pas démarré. Je suis juste resté assis là, les mains encore sur le volant, écoutant les échos lointains des chants de Noël provenant de leur maison, les rires chaleureux qui ne m'incluaient plus. À 9h43, mon téléphone s'est allumé. « Sœur, comment as-tu pu gâcher Noël ?» Elle pleure. J'ai fixé le message pendant une longue seconde, puis j'ai tapé « Moi ?» Tu as dit de ne pas entrer si j'en apportais trop peu. J'ai apporté du respect. Tu as fermé la porte. J'ai appuyé sur envoyer. Et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je n'avais pas gâché Noël. J'étais parti avant que quelqu'un d'autre ne puisse me détruire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après que la porte s'est refermée sur moi et mes cadeaux, je suis rentré chez moi en silence. Pas de musique, pas d'appel téléphonique, juste le son des pneus fendant la neige fraîche et la même phrase qui tournait en boucle dans mon esprit. Maman a dit, si tu en apportes trop peu, ne te laisse pas entrer. Cela résonnait plus fort que n'importe quel chant de Noël. Vous voyez, personne dans ma famille ne connaissait toute la situation. Loin de là. Pour eux, j'étais le type fiable. La poule aux œufs d'or avec un emploi stable, un compte en banque stable, et surtout, un complexe de culpabilité stable qu'ils pouvaient exploiter toute l'année. Mais en réalité, je ne tenais qu'à un fil. 3 semaines à peine avant Noël, j'avais été convoqué à une réunion avec les ressources humaines. L'entreprise se restructurait, et mon département allait être absorbé par un autre. Ils m'ont offert une vague promesse de « relocalisation possible », ce qui signifiait en réalité « commence à faire tes cartons ». Je continuais à me présenter chaque jour, à pointer, mais je savais qu'un seul faux pas, une seule erreur de tableur, une seule échéance manquée, et j'étais dehors. Et avec le travail s'envolerait mon appartement, ma mutuelle, ma ligne de crédit soigneusement étirée. Mais je ne l'ai dit à personne, même pas à maman, car je savais ce qui se passerait. Au moment où je montrerais de la vulnérabilité, ma valeur à leurs yeux chuterait. Je ne serais plus utile. Et dans cette famille, être utile était la seule façon d'être désiré. Maman m'avait supplié de venir à Noël cette année. Sa voix au téléphone avait ce ton doux et implorant qu'elle réservait pour quand elle voulait quelque chose enrobé d'inquiétude. Mon chéri, tu sais qu'ils ne l'admettront pas, mais ils veulent vraiment te voir, surtout Léa.
Elle parle de tes cadeaux depuis un mois. J'ai hésité. Je lui ai dit que je serais peut-être trop fatigué, trop occupé, trop fauché. Mais elle m'a achevé avec « Sans toi, il n'y a pas d'esprit de Noël dans la maison. » Tu le sais bien. J'aurais dû dire non. J'aurais dû laisser le silence être ma réponse. Mais je ne l'ai pas fait, parce que, comme un imbécile, je voulais encore qu'on ait besoin de moi. Je voulais encore croire que peut-être, cette année, les choses seraient différentes. L'année dernière a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ou du moins, ça aurait dû l'être. J'ai apporté 30 cadeaux dans cette maison, j'ai dépensé toute ma prime de décembre plus une partie du loyer de janvier pour offrir à Léa le kit de dessin qu'elle voulait, les chaussures pour lesquelles elle avait pleuré, et une console Switch avec le jeu exact qu'elle avait demandé, chacun emballé avec des rubans et des mots signés, de la part de tonton. Et pourtant, quand la famille s'est rassemblée autour du sapin, Léa a couru vers une boîte qu'elle avait clairement reconnue. Elle l'a ouverte et a crié « C'est papa qui me l'a offerte !» Je suis resté figé. Son père, mon ex-beau-frère bon à rien, n'avait pas envoyé de carte depuis des années, mais voilà qu'il devenait soudainement le Père Noël. Ma sœur ne l'a pas corrigé. En fait, elle a souri et a dit « Il fait plus d'efforts maintenant. » Tu vois ? Peut-être qu'il grandit. Pendant ce temps, j'étais assis là, un chocolat chaud dans une main et ma fierté dans l'autre, regardant mon geste être discrètement effacé, les reçus des cadeaux encore dans la poche de mon manteau. C'est à ce moment-là que j'ai appris, dans notre famille, la vérité est facultative, mais l'image ? L'image est tout. Cela est devenu encore plus clair en mars, lorsque ma sœur a appelé en pleurant. Je ne sais pas quoi faire. La date limite pour les frais de scolarité est cette semaine, et Léa adore cette école. S'il te plaît, tu es le seul à pouvoir aider. Juste un petit prêt, juste pour ce trimestre. Alors j'ai payé. 13 000 €, parti d'un simple clic et d'un soupir. En juin, c'était le chien. Le Yorkshire de Léa, Flocon, s'était déchiré un ligament ou quelque chose comme ça. L'opération ne coûtait que 2 400 €. Tu sais à quel point elle est attachée à lui, a sangloté ma sœur. S'il arrive quelque chose à Flocon, Léa ne s'en remettra jamais émotionnellement. Tu ne veux pas avoir ça sur la conscience, n'est-ce pas ? Non, non, je ne voulais pas ça. Alors, j'ai payé. Puis, septembre est arrivé. Un petit problème de trésorerie à court terme, a-t-elle dit. Juste jusqu'à ce que le nouveau travail commence. Je lui ai viré 2 000 € de plus. Et maintenant, ma carte de crédit était au maximum. Mes économies étaient réduites à néant. Je jonglais avec 3 plans de paiement et venais de recevoir ma deuxième lettre d'avertissement de la banque pour des retards de paiement de mon prêt immobilier. J'étais sous l'eau, et il nageait encore dans le champagne. Pendant ce temps, ma sœur publiait sur Instagram comme si elle était une magnate autodidacte. Son fil d'actualité était un musée de mensonges soigneusement orchestrés. Des photos de Léa à la journée d'intégration de l'école privée avec des légendes comme « Maman fière investir dans son avenir ». Des photos de Flocon dans un petit plâtre, « Mon bébé d'amour s'en vaut la peine ». Un égo-portrait devant un sapin de Noël que je lui avais acheté l'année dernière, « Magie de maman solo, j'y arrive toujours ». Et ma préférée, « Certaines personnes comptent sur les autres. Moi, je me démène. » Tout cela pendant qu'elle me siphonnait comme un service d'abonnement mensuel. C'est pourquoi cette année, j'ai hésité à y aller. J'avais un pied dehors, mais maman m'a rattrapé. C'est ta sœur. C'est Noël. Allez, fais-le pour les enfants. Et donc je me suis présenté avec 22 cadeaux, ce qui n'était apparemment pas suffisant. Laissez-moi le dire haut et fort, je n'ai pas été puni pour avoir donné trop peu. J'ai été puni pour avoir enfin fixé une limite. La vraie raison de sa fureur ? J'ai cessé d'être son filet de sécurité. J'ai cessé de jouer le rôle de l'investisseur silencieux dans son conte de fées. Maintenant que l'argent était parti, maintenant qu'il manquait 5 cadeaux, soudainement je n'étais plus de la famille. Soudainement, je gâchais Noël. Mais voici l'ironie qu'ils n'ont jamais vu venir. La porte qu'ils m'ont fermée au nez n'était pas seulement physique, elle était symbolique. Et de l'autre côté de cette porte, dans la neige et le silence, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le soulagement. Cela faisait 3 jours que la porte s'était refermée sur moi, que je m'étais tenu dans la neige avec 22 cadeaux pour qu'on me dise qu'ils n'étaient pas suffisants.
3 jours que ma sœur avait de nouveau transformé mon amour en transaction. Je pensais que le pire était déjà arrivé. Mais ensuite, la lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom en petites lettres capitales sur une enveloppe blanche ordinaire. Je l'ai ouverte à la table de ma cuisine, encore en manteau, encore à moitié endormi. Au début, j'ai cru que c'était du courrier indésirable. Puis j'ai déplié le papier et j'ai vu l'écriture manuscrite. Pas de salutation, pas de signature, juste une phrase, elle dit aux gens que tu es instable et dangereux, que Léa ne devrait pas être près de toi. Ma gorge s'est nouée. Je l'ai relu encore et encore. Au début, j'ai voulu croire que c'était une mauvaise blague, une farce, une erreur. Mais quelque chose en moi le savait. Savait que c'était vrai parce que le silence après Noël avait été assourdissant. Pas de « merci » pour les cadeaux que j'avais laissés. Pas d'excuses. Pas d'appel de maman. Pas de vidéo de Léa ouvrant les cadeaux sur le porche. Juste un mur froid et calculé. Et maintenant cette note, un murmure de la calomnie qu'il répandait aux autres tout en prétendant que j'avais disparu. Je suis resté assis à la table, les yeux rivés sur le papier, le cœur battant comme un tambour de guerre. Dangereux. Instable. Cette famille s'était appuyée sur moi pendant des années. J'avais payé des frais de scolarité, des opérations pour le chien, des factures d'urgence. J'avais enduré leurs crises de colère, souri à travers leurs insultes, avalé leur arrogance. Et maintenant, parce que j'avais finalement dit « assez », ils avaient besoin d'une histoire pour justifier de m'exclure. Alors, ils m'ont peint comme le méchant. Mais ils ont fait une erreur. Ils ont oublié ce que je fais dans la vie. Vous voyez, je ne suis pas juste un employé de bureau anonyme. Je travaille dans la conformité. J'enquête sur les incohérences financières. Tout mon travail consiste en la reconnaissance de schémas, les pistes d'audit et la vérification d'actifs. Et à ce moment-là, j'ai cessé d'être l'oncle au cœur brisé. Je suis devenu tout autre chose. Je me suis connecté à mon application de surveillance de crédit et j'ai commencé à éplucher la dernière année. Au début, tout semblait normal, mais ensuite je l'ai trouvé, un prêt de 9 000 € contracté auprès d'un prêteur privé pour l'éducation sous mon nom, utilisant ma date de naissance, avec un numéro de téléphone qui ressemblait étrangement au mien différent d'un seul chiffre. Je me suis figé. La date de la demande, 2 semaines après que j'ai viré l'argent pour les frais de scolarité de Léa. Ce qui signifiait que quelqu'un avait eu accès à mes informations financières à cette période. Et puis je me suis souvenu. Quand j'ai payé l'école directement, ma sœur avait dit « Envoie-moi juste une copie de ta carte d'identité et une confirmation. » Ils ont besoin d'une preuve de qui paie pour leur dossier. Comme un idiot, j'avais tout envoyé, sans rien masquer. J'ai continué à creuser. Un autre prêt, plus petit 3 200 € d'un programme de crédit vétérinaire. Encore une fois, mon nom, une adresse légèrement modifiée, le même numéro de téléphone frauduleux. Il y en avait 4 au total, 4 prêts totalisant plus de 15 000 €. Tous à mon nom, tous détournés vers des dépenses éducatives ou médicales, tous déclenchés après un appel téléphonique de ma sœur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas répondu au message qu'elle a envoyé cet après-midi-là, prétendant que rien ne s'était passé. Léa est toujours contrariée. Elle ne comprend pas pourquoi tu as laissé ces cadeaux dehors. Peux-tu au moins l'appeler ? C'était sa tactique, me faire passer pour quelqu'un de cruel sur le plan émotionnel pour détourner l'attention de ce qu'elle avait fait. Mais cette fois, je n'ai pas joué son jeu. À la place, j'ai passé mon propre appel à une ancienne collègue, qui travaillait maintenant à la brigade de répression de la délinquance économique. Je lui ai tout envoyé, capture d'écran, confirmation de prêt, relevé téléphonique, la lettre anonyme. Elle m'a rappelé le soir même. Sa voix était tendue. Tu dois déposer une plainte pour fraude immédiatement. C'est un cas d'école d'usurpation d'identité familiale. Et il semble qu'elle ait agi de manière stratégique. À quel point stratégique ? Nous en saurons plus bientôt. Mais d'après ce que je vois, elle n'utilise pas seulement tes informations. Elle les blanchit à travers des catégories éducatives et médicales pour éviter de déclencher les alertes standards. C'est avancé. J'ai senti mon estomac se nouer. Ma sœur, ma propre chair et mon propre sang, utilisant mon nom, mon crédit, mon silence pour se construire une vie dont elle pouvait se vanter sur Instagram. En 48 heures,
une enquête officielle était en cours. Un gel a été placé sur les comptes de préconnus. Tous les virements pour frais de scolarité à mon nom ont été signalés. Puis est venu le courriel de l'école, suite à une demande de révision financière, nous avons suspendu le compte de bourse de Léa en attente d'une vérification d'identité. Veuillez fournir une documentation actualisée du sponsor. Elle a dû le sentir immédiatement car 2 jours plus tard, elle a appelé pas un message, un appel. L'écran s'est allumé, sœur mobile. J'ai laissé sonner. Elle a réessayé, puis encore. Puis j'ai reçu un message vocal. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi le compte de scolarité de Léa est-il gelé? Pourquoi les gens posent-ils des questions sur des prêts à ton nom? Qu'est-ce qui se passe? Puis, les larmes. Je ne sais pas ce que tu penses que j'ai fait, mais c'est Léa qui souffre. Tu punis une enfant. Non. Tu as utilisé une enfant pour protéger tes mensonges. Tu as exploité mon amour pour elle comme un outil. Et maintenant, le château que tu avais construit sur mon dos commençait à s'effondrer. Une semaine plus tard, ses comptes étaient sous audit. Le fonds d'éducation de Léa était gelé. La clinique vétérinaire qui a soigné Flocon a été signalée pour facturation suspecte. Et moi? J'étais silencieux, mais je n'étais pas parti. J'avais passé des années à essayer de prouver que j'étais un bon frère, un bon oncle, un bon fils, tout en étant vidé, rabaissé, effacé. Maintenant, je faisais quelque chose de nouveau. Je me protégeais, et je n'allais pas m'en excuser. 2 semaines après avoir retenu ce virement de 13 000 €, l'inscription de Léa au cours Fénelon a été officiellement suspendue. Pas de frais de scolarité, pas de place. Ma sœur, qui se vantait autrefois d'être une super maman solo qui, assurait, se tenait maintenant devant le directeur administratif, interrogé sur les incohérences dans les dossiers financiers de Léa prêts, paiements et sponsors de comptes qui ne correspondaient pas. Elle a essayé de garder son calme, selon un ancien parent de l'école qui m'a contacté en privé. Elle n'arrêtait pas de dire que tout cela n'était qu'un malentendu, que j'étais amer à cause d'une dispute de famille. Mais ensuite, ils lui ont montré les demandes de prêt signalées. Le ton de l'école a changé instantanément. Il n'enquêtait plus seulement sur elle. Il signalait tout à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes parce que ce qu'elle avait fait n'était plus un simple drame familial. C'était de la fraude, une fraude institutionnelle et documentée. Le coup suivant est venu de notre propre conversation de groupe familial. C'était la même conversation où j'étais resté silencieux pendant des mois, ignoré sauf si quelqu'un avait besoin de quelque chose. La même conversation où j'avais partagé les photos d'anniversaire de Léa, acheté un nouveau canapé à maman, et envoyé des paiements anticipés, juste au cas où. Je me suis réveillé un matin pour la trouver en pleine effervescence. Maman, qu'est-ce qui se passe? Léa ne peut pas retourner à l'école. Cousine Julie, tu as gelé ses frais de scolarité? Tu es sérieux? Tante Sylvie, elle a 9 ans. On ne punit pas les enfants. Sœur, je vous ai dit qu'il est dangereux. Il a toujours eu des problèmes. Puis est venu le coup de poignard. Oncle Michel, attends, est-ce que tu as vraiment contracté des prêts à son nom? Parce que c'est ce que dit l'école. Silence pendant 20 minutes. Puis j'ai écrit une seule ligne. Moi, je n'ai pas gâché la vie de Léa. J'ai juste arrêté de financer les mensonges que tu as racontés pour construire la tienne. Ce fut le tournant. Les messages ont commencé à fuser, mais ils ne m'étaient plus adressés. Ils lui étaient adressés. Cousine Julie, attends, c'est pour ça que tu as posté Maman bénie toute l'année tout en me demandant de l'argent pour le chien. Tante Sylvie, je t'ai envoyé 500 € en mars dernier parce que tu disais que tu étais en retard sur ton loyer. Oncle Michel, tu nous as dit qu'il t'aidait parce que tu le méritais, pas parce que tu volais. Puis, un par un, ils ont commencé à quitter la conversation. Certains n'ont rien dit. D'autres ont laissé des messages, tu as besoin d'aide. Ne m'appelle plus. On a été mieux élevé que ça. Cet après-midi-là, son compte Instagram a disparu. Fini les publications quotidiennes de déjeuner fait maison. Fini les légendes de guerrière mère célibataire. Fini les « Léa ira à Sciences Po un jour ». Les hashtags avaient disparu, supprimés, comme si tout cela avait été construit pour un public auquel elle ne pouvait plus mentir. À 18h47 ce soir-là, j'ai reçu un message vocal. Pas un appel, pas un texto,
un enregistrement vocal tremblant de 48 secondes qui s'ouvrait sur une respiration lourde et un sanglot à peine contenu. Je ne voulais pas te faire de mal. J'étais juste désespéré. Je ne savais pas comment faire autrement pour tout maintenir à flot. Léa mérite mieux que ce que je peux lui donner seul. Je sais que ce n'était pas bien. Je sais que j'ai dépassé les bornes, mais tu sais ce que c'est. On a grandi dans la même maison. Je voulais juste qu'elle ait une chance, une vraie chance. S'il te plaît, n'envoie ça à personne. J'avais juste besoin que tu m'entendes. Juste toi. J'ai écouté une fois, puis une deuxième fois. Puis je l'ai transféré à mon avocat, parce qu'il ne s'agissait plus de culpabilité ou de punition. Il s'agissait de protection contre la manipulation, contre le chantage émotionnel, contre un système où j'étais toujours le plan de secours, le compte de repli, le portefeuille invisible. Elle ne voulait pas le pardon. Elle voulait une autre porte de sortie. Et pour la première fois depuis des années, je ne lui en ai pas offert. Le lendemain matin, je suis allé me promener. La neige avait fondu. Des aiguilles de pin traînaient encore sur les trottoirs, restes de sapins de Noël jetés. Je suis passé devant une famille sur son porche, riant en enlevant les décorations. J'ai souri, non pas parce que j'étais heureux, non pas parce que les choses étaient réparées, mais parce que je me sentais enfin propre. Je n'avais pas besoin de prouver que j'étais un bon oncle, un bon frère, un bon fils. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'arrêter de financer mon propre effacement. Cet après-midi-là, maman a appelé. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle a juste dit, je ne connaissais pas toute l'histoire. Je suis désolé. Nous aurions dû te demander ce qui se passait vraiment. Et puis, tu veux toujours passer ce week-end? J'ai acheté du café en plus. Le tien. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai juste dit, je vais y réfléchir. Parce que peut-être que cette fois, j'avais enfin le choix. Le panneau, à vendre, devant mon appartement était couvert de neige depuis des semaines. L'agent immobilier a appelé un mardi matin avec une offre ferme plus basse que ce que j'avais espéré, mais suffisante. Suffisante pour rembourser le prêt personnel que j'avais contracté l'année dernière pour l'école privée de Léa. Suffisante pour régler la dette de carte de crédit que je traînais à cause de dépenses familiales, d'urgence, qui n'avaient jamais vraiment été les miennes. Suffisante pour partir avec mon nom et ma santé mentale intacte. J'ai signé les papiers, mis en carton la vie que je menais auparavant, et tout entassé à l'arrière de mon break rouillé chaque photographie, chaque reçu, chaque petit objet qui, je le croyais autrefois, prouvait que j'étais un bon frère, un bon oncle, un bon fils. J'ai laissé les clés sur le comptoir, fermé la porte derrière moi, et je n'ai jamais regardé en arrière. La nouvelle ville n'était pas glamour. Pas de quartier d'affaires, pas de système de métro, juste des rues calmes, des bâtiments en briques, et des gens qui s'occupaient de leurs propres affaires. Et un travail qui n'offrait aucune gloire, mais beaucoup de paix. Ce n'était pas le poste bien rémunéré que j'avais avant. Le bureau était plus petit, le titre était plus humble, mais la différence? Le respect. Mon patron m'a serré la main le premier jour et m'a dit, ici, personne ne s'attend à ce que vous portiez plus que votre part. On porte la charge équitablement. Et sur ces mots, j'ai respiré pour la première fois depuis des années. Décembre est arrivé rapidement. Des guirlandes lumineuses enchevêtrées dans les branches des arbres, des vitrines de magasins remplies de rennes clignotants et de bonshommes de neige bon marché. Mais cette année, je n'ai pas fait de liste de souhaits. Je n'ai pas planifié de voyage en voiture. Je n'ai pas acheté 27 cadeaux ni vérifié les dates d'expédition ni envoyé de textos frénétiques pour demander des adresses. J'ai simplement fait une réservation dans un bistrot local. Dîner pour une personne. Sans pression. Sans attente. L'endroit était presque vide. Quelques autres personnes silencieuses dispersées aux tables, certaines âgées, d'autres jeunes, toutes gravitant doucement les unes autour des autres dans un silence feutré. Un serveur avec une cravate du Père Noël a apporté mon assiette, poulet rôti, purée de patates douces, une part de tarte aux noix de pécan chaude. J'ai regardé par la fenêtre. La neige commençait à tomber. Et pour une fois, je n'attendais pas que quelqu'un ouvre une porte. À 20h17, mon téléphone a vibré. Un message de maman. Léa t'a fait un dessin. C'est de vous deux en train de construire ce fort de neige d'il y a 2 ans. Elle veut te parler.
juste parler. En dessous, il y avait une photo, un croquis au crayon de couleur. Un oncle en bonhomme allumette avec une écharpe, agenouillé à côté d'un fort de travers. À côté de lui, une petite fille tenant un drapeau sur lequel on pouvait lire « Tonon ». Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. J'ai fixé l'image jusqu'à ce que ma vue se brouille. Tant d'amour dans la main d'un enfant. Tant de dégâts dans les choix des adultes qui l'entourent. Je n'ai pas répondu non par dépit, non par colère, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose qui m'avait échappé toutes ces années. On peut aimer quelqu'un et quand même s'en aller. On peut protéger sa paix sans punir la leur. On peut choisir la guérison sans avoir besoin d'excuses. J'ai payé l'addition, remercié le serveur, et suis sorti dans le froid. Le vent me mordait les joues, mais il semblait réel, pas cruel. Je suis passé à un coin de rue où un homme grattait une lente mélodie à la guitare. Il n'a pas demandé de monnaie. Il n'a même pas levé les yeux. Il a juste continué à jouer comme si le monde ne lui devait rien, et que cela lui convenait. J'ai laissé tomber un billet dans son étui et j'ai souri. Il m'a fait un signe de tête en retour. Pas de nom, pas d'histoire, juste deux inconnus partageant un moment de quiétude. De retour dans mon appartement, petit mais chaleureux, j'ai enlevé mon manteau et je me suis assis près de la fenêtre, regardant les flocons de neige tourbillonner sous un lampadaire. Je n'avais pas décoré, pas de sapin, pas de chaussettes de Noël, mais je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas du bonheur, pas de l'excitation, juste de l'honnêteté. Pas de faux semblants, pas de représentation, juste moi. L'écran du téléphone s'est de nouveau allumé. Un autre message de maman. Elle dit « Joyeux Noël » et tu lui manques. J'ai fixé le curseur clignotant, l'espace vide m'invitant à entrer. Mais au lieu de taper, j'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai laissé le silence s'installer comme de la neige, et je me suis murmuré « Cette année, j'ai choisi un cadeau que personne n'attendait. » Pas un jouet, pas un paiement de frais de scolarité, pas un autre sacrifice déguisé en amour. Je me suis choisi.